La clairière forestière devint silencieuse, à l'exception de sa respiration haletante. Le sang perlait de sa lèvre fendue, tandis qu'une corde rugueuse lui entaillait les poignets, la ligotant au vieux chêne. Des phares l'encerclaient comme une condamnation à mort. L'homme aux chaussures coûteuses s'avança, son sourire froid comme l'hiver. « Tu aurais dû rester morte, jeune femme de la campagne. » Mais ce qu'il ignorait, c'est que 15 ans plus tôt, elle était l'agente de la police judiciaire qui avait logé une balle dans le moissonneur des montagnes. Et dans exactement 30 minutes, 99 motos allaient déferler à travers ces bois. Elle devait juste survivre jusque-là. Le lever de soleil sur les montagnes peignait une lumière dorée sur le domaine du pin doré, tandis que Diane Dubois serrait le dernier boulon de son vieux tracteur John Deere. À 38 ans, elle portait une beauté forgée par la force, une peau burinée par le vent, des cheveux roux cuivrés attachés en arrière de manière pratique, et des yeux noisettes observateurs qui ne manquaient rien. La vieille radio sur son établi jouait du Creedence, luttant contre les parasites. Elle avait reconstruit cette vie à partir des cendres. 5 ans s'étaient écoulés depuis que le pick-up de Michel avait dévalé la route de montagne. 15 ans depuis qu'elle était officiellement morte dans cette explosion de parking souterrain. L'agente Victoire Leroy était censée être morte, enterrée sous une fausse pierre tombale, tandis que Diane Dubois vivait paisiblement sur 20 hectares de bonne terre montagnarde. La radio passe aux informations. Une autre propriété vendue à Summit Holdings cette semaine, la 7e acquisition dans le département de la Haute-Saône en 3 mois. Son téléphone sonna. Georges Leroy, l'ancien gendarme qui était devenu son père adoptif grâce au programme de protection des témoins, sa voix rocailleuse emplit la ligne. « Bonjour, mon rayon de soleil. Tu viens en ville aujourd'hui? Simone a préparé ces tartes aux pommes que tu aimes tant. J'y compte bien. J'ai besoin de provisions de toute façon. Comment va ton genou? Ça fait un mal de chien quand il pleut, mais je ne me plains pas. Écoute, il y a quelque chose dont je veux te parler. Des inconnus posent des questions sur les propriétés. J'ai un mauvais pressentiment. » Les instincts de Georges l'avaient maintenu en vie pendant 40 ans en tant que gendarme. Quand il avait un mauvais pressentiment, Diane écoutait. Après avoir raccroché, Diane prit une douche et se changea, s'arrêtant devant la porte verrouillée qui était le bureau de Michel. Certaines pièces restaient closes pour de bonnes raisons. À l'intérieur de cette pièce se trouvaient les preuves des recherches de Michel sur l'histoire locale, des recherches qui auraient pu lui coûter la vie. 40 minutes plus tard, son impeccable pick-up Ford de 1986 entra dans Bois-les-Pins, une ville prise entre le progrès et la décrépitude. La Grand-Rue présentait des commerces familiaux à côté de devantures vacantes. Elle se gara près de l'épicerie de Simone, remarquant le Cadillac Escalade noir, inconnu, avec des plaques d'un autre département devant la gendarmerie. « Eh bien, regarde qui le vent nous amène », appela Simone de derrière le comptoir. À 70 ans, son visage était la carte d'une vie passée sous le climat des montagnes. « Georges a dit que tu passerais peut-être. Je t'ai gardé une tarte. Tu es un ange, Simone. Dommage que mon Arthur ne l'ait pas encore compris après 50 ans. » Elle se pencha, l'air conspirateur. « Tu as entendu parler de la propriété des Lefebvre ?» Une ferme de 3e génération, disparue. Ces rapaces financiers tournent autour de toutes nos propriétés. Le brigadier Thomas Leclerc entra, 72 ans, avec une posture militaire et des yeux vigilants qui ne se détendaient jamais complètement. « Diane, content de te voir. Tu as une minute pour discuter dehors ?» Sur le trottoir, l'expression de Thomas devint sérieuse. « Ces hommes que je rencontrais, ils viennent de Summit Holdings. Ils achètent des terres partout dans le département. Ils ont spécifiquement posé des questions sur ta propriété. » La colonne vertébrale de Diane se raidit. « Ma propriété n'est pas à vendre. C'est ce que je leur ai dit. Mais je pense que tu devrais savoir qu'il ne me semble pas du genre à accepter un non. » Il hésita. « Une dernière chose.
On a reparlé de ces affaires non résolues d'il y a des années dans le Massif central, les meurtres du moissonneur des montagnes. Le cœur de Diane fit un bond, mais son visage ne révéla rien. Vaguement, un tueur en série, jamais attrapé. C'est bien ça, il y a 15 ans, il a disparu après avoir tué 6 femmes. Le fait est qu'il y a eu 2 meurtres dans le département voisin avec la même signature. Des femmes ligotées aux arbres, la gorge tranchée. Après le départ de Thomas, Diane sentit un froid dans son estomac. Dans la quincaillerie, elle entendit les habitants parler. Les mêmes marques que sur les victimes du Massif central. Mon cousin travaille à la police scientifique. Une agente de la police judiciaire avait failli l'attraper à l'époque, une femme. On raconte qu'elle l'avait blessée, mais qu'il s'était échappé et qu'elle avait mystérieusement disparu après. Diane sélectionna des cadenas et des munitions supplémentaires machinalement, son esprit s'emballant. À la maison de retraite des Pins, Georges Leroy attendait dans sa chambre, ses yeux vifs malgré ses limitations physiques. « Tu as entendu ?» dit-il simplement. Diane hocha la tête. « Thomas me l'a dit, et j'ai entendu des discussions. » Georges jeta un coup d'œil à sa porte fermée. « 2 femmes mortes, même signature. Et tu sais ce que ça signifie. Ça pourrait être un imitateur. C'est possible. Mais toi et moi savons que Nathan Delacroix n'a jamais été retrouvé. Son corps n'a jamais été récupéré après que tu l'aies abattu. » Diane tressaillit en entendant son vrai nom prononcé à voix haute. L'agente spéciale de la police judiciaire Victoire Leroy, la femme qui avait traqué le moissonneur des montagnes pendant 2 ans, qui avait finalement acculé Nathan Delacroix pour le voir s'échapper après lui avoir logé une balle dans l'épaule. La femme qui était officiellement morte dans un attentat à la voiture piégée 3 semaines plus tard, lorsqu'il devint évident que les connexions de la famille Delacroix le rendaient intouchable. « Personne ne m'a appelé comme ça depuis 15 ans, murmura-t-elle. Peut-être est-il temps de te souvenir de qui tu étais, parce que si Delacroix est de retour, lui n'a pas oublié. » Georges marqua une pause. « Et cette société immobilière soudainement intéressée par tes terres, c'est un peu une coïncidence. » Georges avait été son contact dans le programme de protection des témoins, un gendarme décoré chargé de surveiller sa nouvelle identité. Il était devenu protecteur, ami, et finalement son père adoptif lorsque ses faux papiers eurent besoin d'être renforcés. Je ferai attention. Faire attention ne suffira pas. Rappelle-toi ce qui est arrivé à Michel. Diane ferma les yeux contre la douleur. L'accident a eu lieu il y a 5 ans. Tu crois vraiment que le pick-up de Michel a juste eu une défaillance de frein le même jour où il a accédé à d'anciens registres fonciers des montagnes? Les mêmes registres montrant la propriété originale de ta ferme? Avant qu'elle ne puisse répondre, une infirmière apparut. Après avoir promis de revenir bientôt, Georges ajouta « Vérifie l'ancienne boîte sécurisée dans mon garage. Le code est à vraie date de naissance. Et Diane, renseigne-toi en ville sur l'ancien domaine Moreau. Les rumeurs disent qu'un des descendants de Moreau est toujours en vie et qu'il surveille la famille Delacroix. » Le trajet de retour prit 20 minutes. Lorsque Diane franchit la dernière colline, le Cadillac Escalade noir était garé dans son allée. 3 hommes attendaient à côté. Diane se gara et sortit, posture décontractée, mais sans en alerte. L'homme le plus grand sourit, tendant la main. « Madame Dubois, je suis Vincent Mercier, directeur des acquisitions pour Summit Holdings. J'espère que notre passage ne vous dérange pas. » Mercier semblait avoir la quarantaine, costume sur mesure et sourire confiant. Les 2 hommes qui le flanquaient étaient clairement des agents de sécurité, coups épais, yeux vigilants, bosses révélatrices sous leur veste indiquant des armes dissimulées. Elle ne prit pas sa main. « Propriété privée, monsieur Mercier. La plupart des gens appellent avant. Mes excuses, nous étions dans le coin et pensions pouvoir vous trouver. Pouvons-nous parler ?» Sur le porche, Mercier exposa sa proposition. 3 fois la valeur marchande, offre en espèces, option de rester dans la maison jusqu'à 1 an.
C'est généreux. Mais le domaine du pain doré n'est pas à vendre. Mercier cligna des yeux. Peut-être avez-vous mal compris le chiffre. J'ai parfaitement compris. La réponse est toujours non. La façade amicale s'effondra, révélant quelque chose de plus dur. Madame Dubois, vous exploitez cette ferme seule depuis le décès de votre mari. 20 hectares, c'est beaucoup pour une seule personne. Notre offre vous mettrait à l'abri. Je me débrouille très bien, monsieur Mercier. Un agent de sécurité se déplaça vers son arme dissimulée. Diane le nota sans changer d'expression. Mercier soupira. Je respecte votre attachement, Madame Dubois. Mais vous devriez savoir que Summit Holdings acquiert toutes les terres de cette région. Tous vos voisins finiront par vendre. Vous serez isolé. Ce ne serait pas la première fois. Quelque chose vacilla dans les yeux de Mercier, frustration mêlée à une évaluation calculatrice. Des choses arrivent aux propriétés isolées. Le matériel tombe en panne. Des accidents se produisent. Ce serait dommage que vous rencontriez des difficultés ici, seul. La menace planait entre eux. J'apprécie votre sollicitude, monsieur Mercier, mais je suis plutôt doué pour gérer les difficultés. Maintenant, à moins que vous n'ayez autre chose à discuter, j'ai du travail. Mercier lui tendit sa carte. Réfléchissez-y. Notre offre ne restera pas sur la table indéfiniment. Après la disparition du Cadillac Escalade, Diane mémorisa la plaque d'immatriculation et les visages. Leurs mouvements avaient été trop disciplinés, entraînement militaire, force spéciale probablement. À l'intérieur de la maison, elle se rendit au bureau verrouillé de Michel. Derrière un tableau de paysage était accroché un coffre-fort mural. Elle entra la combinaison, leur date de mariage, et en retira une petite mallette métallique contenant son passé. Son insigne et ses accréditations de la police judiciaire l'identifiant comme Victoire Leroy, une arme de service Glock 22 et une enveloppe scellée marquée contingence. Elle l'ouvrit en sortant un téléphone jetable avec un seul numéro programmé. Prenant une profonde inspiration, elle composa le numéro. 3 sonneries. Motel du Roc. J'ai besoin de parler au gérant concernant une réservation d'août 2008. Une pause. Victoire. Bonjour Olivier. Le directeur adjoint Olivier Beaumont avait été son supérieur au sein du groupe d'intervention Le Moissonneur des Montagnes, l'une des 3 personnes qui savaient qu'elle n'était pas morte. Sa voix semblait plus âgée, mais instantanément alerte. Nom de Dieu, es-tu compromise? Possiblement. 2 nouvelles victimes avec la signature de Delacroix dans le département voisin et une société immobilière soudainement très intéressée par ma ferme. Quelle société? Summit Holdings. Le directeur des acquisitions est Vincent Mercier. Ancien militaire, je suppose des forces spéciales. L'inspiration brusque d'Olivier confirma ses soupçons. Vincent Mercier a été renvoyé du GINN en 2010 pour inconduite. Allégation de torture pendant des interrogatoires. Il a disparu des radars après cela. Ça pourrait être une coïncidence. Tu n'y crois pas. Écoute attentivement. Lucas Delacroix, le jeune frère de Nathan, a créé une société immobilière il y a 5 ans. Il a commencé dans le sud de la France, puis a déplacé ses opérations dans les montagnes l'année dernière. Le timing correspondait à la mort de Michel. Que sais-tu des nouvelles victimes ? Pas grand-chose officiellement. La police judiciaire n'est pas encore impliquée. Mais les 2 femmes ont la trentaine, physiquement similaires aux précédentes victimes de Delacroix. Et à toi. Après avoir mis en place des protocoles de communication sécurisés, Olivier hésita. Victoire, tu devrais envisager une extraction. Nous pouvons te relocaliser à nouveau. Non. J'en ai fini de fuir, ça se termine ici. Diane retira le double fond de sa mallette, révélant des documents sur Nathan Delacroix et sa famille. Les Delacroix avaient bâti leur fortune dans le développement immobilier, commençant avec le grand-père de Lucas et Nathan, dans les années 1960. Leur projet impliquait souvent l'acquisition de vastes étendues de terre par des moyens douteux.
Ils avaient cultivé des connexions politiques qui les rendaient pratiquement intouchables. Nathan, le fils aîné, avait été l'enfant prodige, éduqué dans une grande école, charismatique. Peu de gens soupçonnaient l'obscurité qui le poussait à enlever, torturer et assassiner 6 femmes dans le Massif central entre 2006 et 2008. Victoire Leroy avait été l'agente qui avait relié les victimes, identifié le schéma et finalement traqué Delacroix jusqu'à un chalet de chasse abandonné. Le rapport officiel indiquait que Delacroix s'était échappé après un bref échange de tirs. Ce qu'il ne mentionnait pas, c'est que Victoire l'avait abattu, l'avait vu tomber dans la rivière en contrebas, avait vu le courant l'emporter. 3 semaines plus tard, Victoire Leroy mourut dans un attentat à la voiture piégée et Diane Dubois naquit. Elle rencontra Michel 3 ans plus tard, tomba amoureuse, se maria, commença à croire qu'elle pourrait avoir une vie normale, jusqu'à ce que Michel meure dans un accident dû à une défaillance des freins sur une portion droite d'une route départementale. Le lendemain matin, Diane se rendit chez Georges en ville. Dans le garage séparé, elle trouva la boîte sécurisée cachée sous les planchers. La combinaison révéla un contenu qui lui coupa le souffle. Georges s'était préparé à cela minutieusement. À l'intérieur se trouvait un revolver Colt Python .357, impeccablement entretenu avec des munitions, une liasse de billets, 20 000 € en coupure de 100, 3 kits d'identification avec carte de crédit, un téléphone satellite et une note manuscrite. Victoire, si tu lis ceci, le passé t'a rattrapé. Ce revolver a été mon arme de service pendant 40 ans. Il ne m'a jamais fait défaut. Les identifiants te permettront de passer les frontières si nécessaire. Mais avant de fuir, souviens-toi de ce dont nous avons discuté. Parfois, la meilleure défense est une bonne attaque. Appelle le numéro sur le téléphone. Grizzly ne sait rien de ton passé, mais il me doit la vie 2 fois. Il t'aidera sans poser de questions. Fais-lui confiance comme je lui fais confiance. PS. Ton entraînement de tir de la police judiciaire pourrait être utile. Le Remington 700 est dans le coffre-fort mural derrière l'établi. Diane trouva le coffre-fort mural révélant un fusil de précision Remington 700 démonté avec sa lunette. Elle avait été l'une des meilleures tireuses de sa promotion à la police judiciaire. Elle mit le téléphone satellite et le Colt Python dans sa poche. L'étui du fusil alla dans son pick-up. En soirée, elle avait installé des caméras de sécurité à des points stratégiques, des détecteurs de mouvement le long du périmètre et préparé des provisions d'urgence dans la cave à légumes sous la grange. Elle arrangea un rendez-vous avec le brigadier Thomas Leclerc au relais de Clara, un établissement rétro qui n'avait pas changé depuis 1985. Thomas l'attendait dans une banquette au fond. « Je t'en ai pris un aussi. »« Noir, c'est ça ?» Diane se glissa dans la banquette. « Tu t'en es souvenu. 42 ans dans les forces de l'ordre, ça t'apprend à remarquer les détails. » Thomas étudia son visage. « Georges a appelé ce matin. Il a dit que je devais te couvrir. Tu veux me dire ce qui se passe vraiment ?» Diane hésita. Thomas était brigadier depuis 15 ans, connaissait Georges depuis encore plus longtemps. Si Georges lui faisait confiance, peut-être elle aussi. « Que sais-tu de Summit Holdings ?» Thomas grimaça. « Des rapaces financiers. Ils achètent des terres dans 3 départements. Ils prévoient un projet de complexe de luxe. Leurs permis sont en règle, mais quelque chose cloche. Les hommes avec Mercier, tu as remarqué quelque chose d'inhabituel. Port militaire. Une conscience situationnelle au-delà de la sécurité typique. » Thomas se pencha en avant. « Que ne me dis-tu pas, Diane ?» Elle soupira. « Tu as mentionné les meurtres du moissonneur des montagnes hier. Et si je te disais qu'il pourrait y avoir un lien entre ces meurtres et Summit Holdings? Je dirais que c'est une sacrée extrapolation, à moins que tu n'aies des preuves. » Pas des preuves, pas encore, mais le timing de ces achats de terre, les nouveaux meurtres, c'est trop coïncident. Thomas se rassit, troublé. «
Tu sais quelque chose sur le moissonneur des montagnes, quelque chose qui n'est pas dans les rapports officiels. Diane soutint son regard. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Mais j'ai besoin d'informations sur Summit Holdings. Leur personnel, leurs achats de terres, toute connexion locale. Thomas hocha lentement la tête. Georges a dit que tu aurais besoin d'accéder aux registres départementaux sans laisser de traces. Il a dit de te dire que je suis avec toi. Un soulagement envahit Diane. Ça signifie qu'il te fait entièrement confiance. Et moi aussi. Assez pour me dire pourquoi le directeur des acquisitions de Summit a demandé si Diane Dubois avait des parents dans le Massif central, ou pourquoi il semblait particulièrement intéressé par la date de ton emménagement ici. Diane sentit son sang se glacer. Il a demandé des informations sur moi spécifiquement? Après notre rencontre d'hier, très décontracté, mais il n'y avait rien de décontracté dans la façon dont il attendait ma réponse. Que lui as-tu dit? Que je ne savais pas grand-chose de tes antécédents avant que tu n'épouses Michel. Ce qui est assez vrai. Le visage buriné de Thomas montrait de l'inquiétude. Tu as des ennuis? Pas encore, mais ça pourrait arriver bientôt. Son téléphone sonna. Le numéro d'Olivier. Je dois prendre cet appel. Dehors, Diane répondit. Qu'est-ce que tu as? Lucas Delacroix a acheté 17 propriétés dans les montagnes au cours des 6 derniers mois via Summit Holdings. La plupart étaient simples, mais 3 impliquaient des tactiques de pression, vandalisme, menaces, un incendie mystérieux, ciblant spécifiquement des fermes, des propriétés ayant une signification historique. Toutes existaient avant 1940. Diane fronça les sourcils. Ça ne peut pas être une coïncidence. Il y a plus. Vincent Mercier a rassemblé une équipe d'au moins 10 anciens militaires. La plupart ont des états de service douteux. Une armée privée. Essentiellement. Et Diane, Nathan Delacroix. Aucune observation confirmée depuis que tu l'as abattu. Mais Lucas a effectué des visites mensuelles dans un établissement médical privé en Suisse entre 2008 et 2010. L'établissement est spécialisé dans la chirurgie reconstructive et la rééducation. Nathan a survécu. Les dossiers hospitaliers suggèrent un traitement continu pour un patient souffrant d'un traumatisme par balle et d'une chirurgie reconstructive extensive. Le nom du patient est masqué, mais le timing correspond. Après avoir mis fin à l'appel, Diane s'assit dans son pick-up, l'esprit en pleine effervescence. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Que cherchait vraiment Summit? Pourquoi cibler spécifiquement sa ferme? Elle avait besoin de l'allié que Georges avait recommandé. Le numéro la connecta à une voix rauque. Grizzly. Je m'appelle Diane Dubois, la fille de Georges Leroy. Il a dit que vous pourriez peut-être m'aider. Une pause. La fille de Georges, celle qui gère le domaine du pain doré. Oui, si Georges a dit d'appeler, ça veut dire que la situation est sérieuse. Elle l'est. Le bar du Carrefour sur la Nationale 20, 21h ce soir. Viens seule, mais sois prudente. Le bar du Carrefour était patiné par le temps et accueillant. Son parking rempli d'une douzaine de motos Harley-Davidson rangées en formation impeccable. Diane se gara à l'extrémité, vérifiant ses environs avant de sortir. Le Colt Python reposait dans un holster d'épaule sous sa veste. À l'intérieur, ça sentait la bière, le cuir et la fumée de bois. Des néons vintage éclairaient des murs lambrissés, décorés de souvenirs militaires. Un jukebox jouait du Sky Nerd. La douzaine de clients étaient principalement des hommes d'une 60aine ou 70aine d'années, portant des gilets en cuir, ornés d'insignes militaires et des mots « Confrérie de fer MC ». Ils se turent à l'entrée de Diane, tous les regards évaluant la nouvelle venue. D'une table du fond, une montagne d'hommes se leva et s'approcha. Mesurant bien plus d'1,90 m, avec une poitrine massive et une épaisse barbe grise, Guillaume Grizzly Fournier ressemblait exactement
à ce que son surnom suggérait. Malgré sa taille, il se déplaçait avec une grâce équilibrée. Diane Dubois. Sa voix correspondait à son apparence, grave, puissante, contrôlée. Diane hocha la tête. Georges a dit que tu pourrais avoir besoin d'aide un jour. Il a dit que lorsque ce jour viendrait, je ne devais pas poser de questions. Grizzly fit un geste vers sa table. Mais je suppose que tu m'en diras assez pour que je sache dans quoi je m'engage. Alors qu'il s'asseyait, Diane remarqua des tatouages de service militaire sur les avant-bras de Grizzly, des rubans de campagne du golfe Persique épinglés à son gilet et une intelligence alerte dans ses yeux. « J'ai des ennemis », commença simplement Diane. « Des puissants. Ils en veulent à mes terres, mais c'est plus que ça. Ils me veulent. Et ils ont tué au moins 2 femmes qui me ressemblent pendant leur recherche. » L'expression de Grizzly ne changea pas. Ses ennemis sont-ils militaires? Certains. Anciens des forces spéciales, dirigés par un homme nommé Vincent Mercier. Une lueur de reconnaissance traversa le visage de Grizzly. Mercier, un raté du GINN. Mauvaise réputation même selon les standards du GINN. Vous le connaissez? Je le connais de réputation. La communauté militaire en parle. Un homme comme ça fait des vagues. Grizzly l'étudia. Que veut-il d'une ferme dans les montagnes? Diane choisit ses mots avec soin. Je crois qu'il cherche quelque chose qu'il pense être sur mes terres, quelque chose d'assez précieux pour tuer. Et vous? J'ai un passé avec eux. Un passé qu'ils veulent enterrer avec moi. Grizzly hocha lentement la tête. Georges a toujours dit qu'il y avait plus chez toi que ce que l'on voyait. Il a dit que tu avais des compétences. Il a dit que si jamais tu avais besoin de renfort, je devais le fournir sans hésitation. Il fit un geste autour du bar. Chaque homme ici est un ancien combattant. La confrérie de fer, nous veillons les uns sur les autres. Je ne suis pas une ancienne combattante. Tu es la fille de Georges Leroy, c'est suffisant. Grizzly se pencha en avant. Maintenant, dis-moi ce dont tu as besoin. Des informations d'abord, sur Summit Holdings, leurs opérations, puis possiblement une protection. Grizzly se tourna et fit signe à un homme mince aux cheveux gris au bar. Rivière, rejoins-nous. L'homme appelé Rivière s'approcha, se déplaçant avec une légère raideur. Son visage était buriné, ses yeux vifs derrière des lunettes à monture métallique. Diane Dubois, voici Paul Rivière, ancien chirurgien militaire, 3 missions lors des campagnes du golfe Persique. Il se trouve aussi qu'il est le responsable du cadastre départemental. Rivière tendit la main. Madame Dubois, Grizzly a mentionné que la fille de Georges pourrait avoir besoin d'aide. Des informations sur les achats de propriétés par Summit Holdings, spécifiquement ce qu'il pourrait chercher. L'expression de Rivière devint pensive. J'ai suivi leurs acquisitions. Il y a un schéma. Il sortit un petit carnet avec une carte dessinée à la main. Vous voyez ces marqueurs? Toutes les propriétés achetées par Summit en 6 mois. Remarquez-vous quelque chose? Diane étudia la carte. Les propriétés formaient un demi-cercle grossier autour d'une zone centrale non marquée. Sa ferme. Ils encerclent le domaine du Pin Doré, dit-elle doucement. Rivière hocha la tête. Et ils surpayent considérablement certaines propriétés, toutes partageant une caractéristique historique. Elles faisaient toute partie de l'ancien domaine Moreau dans les années 1920 et 30. Le nom fit tilt. Michel avait fait des recherches sur l'histoire locale avant sa mort. Le nom Moreau était apparu dans ses notes. Moreau, comme Élie Moreau, le trafiquant d'alcool. Le même, pendant la Prohibition, Moreau dirigeait la plus grande opération illégale d'alcool dans 3 régions depuis sa base des montagnes. Il a fait fortune, puis a disparu en 1933 avec toute sa fortune, or et argent liquide. Et Summit pense que cette fortune est enterrée quelque part sur l'ancienne propriété Moreau. Cela expliquerait leur intérêt pour des parcelles spécifiques,
acquiesça Rivière. On parle depuis des décennies qu'un des descendants de Moreau est toujours en vie et qu'il surveille la famille Delacroix. Diane sentit les pièces s'emboîter. Et ma ferme aurait été quoi? La maison principale, le cœur du domaine original, confirma Rivière. L'esprit de Diane s'emballa. Les recherches de Michel, son accident, la détermination de Summit, tout était lié à une fortune de l'époque de la Prohibition. Y avait-il un lien entre la famille Moreau et le Massif central, ou possiblement la famille Delacroix? Les yeux de Rivière se plissèrent pensivement. Après la disparition de Moreau, une grande partie de sa propriété fut finalement achetée par une société immobilière appelée Peak Enterprises dans les années 1960. Peak était l'une des premières entreprises de Raymond Delacroix, le grand-père de Lucas et Nathan Delacroix. La dernière pièce se mit en place. La famille Delacroix cherchait la fortune de Moreau depuis des générations. Lucas continuait la recherche en utilisant Summit comme couverture. Et si Nathan était en vie, il aurait l'occasion parfaite de combiner la chasse au trésor avec sa vendetta. Avant que Diane ne puisse répondre, le brigadier Thomas Leclerc fit irruption par la porte, l'expression sombre. « Diane, ta ferme est en feu !» Les mots restèrent suspendus comme de la fumée. Diane était déjà en mouvement. La main massive de Grizzly attrapa son bras. Pas seul. Le parking éclata en un chaos contrôlé alors que des vétérans vêtus de cuir enfourchaient leurs motos. En quelques minutes, les moteurs rugirent alors qu'un convoi de motos et le pick-up de Diane fonçaient vers le domaine du Pin Doré. Ils franchirent la dernière colline et le cœur de Diane se serra. Des flammes oranges illuminaient le ciel nocturne. Non pas la ferme, mais la vieille grange flambait avec fureur, les flammes atteignant 10 mètres. 2 camions de pompiers départementaux luttaient déjà contre l'incendie. Diane se gara et courut vers le pompier le plus proche. « Quelqu'un a vérifié la maison ?» « Rien, pas d'effraction. La grange était entièrement embrasée à notre arrivée. Appel anonyme au secours. » Bien sûr. Diane scruta l'obscurité au-delà de la lueur de l'incendie, cherchant des observateurs. Mercier ou ses hommes seraient en train d'observer. Grizzly apparut à ses côtés. « Ce n'est que le coup d'ouverture. Il teste tes défenses pour voir qui vient t'aider. » La grange s'effondra avec un fracas assourdissant, envoyant des étincelles vers le ciel. Pendant que la confrérie de fer établissait un périmètre de protection, Diane parcourut le bord de la propriété avec Grizzly et Thomas, expliquant ce qu'elle avait appris au bar du carrefour. « La fortune perdue d'Élie Moreau, » dit Thomas. « La légende locale dit qu'elle pourrait valoir des millions aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement d'un trésor, » dit Diane doucement. « Pas pour les Delacroix. C'est aussi personnel. » Elle hésita, puis prit une décision. « Thomas, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Mon vrai nom est Victoire Leroy. J'étais une agente de la police judiciaire affectée au groupe d'intervention Le Moissonneur des Montagnes. Il y a 15 ans, j'ai traqué Nathan Delacroix jusqu'à un chalet dans le Massif central. Je l'ai abattu, mais il s'est échappé. 3 semaines plus tard, je suis officiellement morte dans un attentat à la voiture piégée et suis entrée dans un programme de protection des témoins. » Thomas absorba l'information sans surprise visible. « Et maintenant tu penses qu'il est de retour. Les nouveaux meurtres correspondent exactement à sa signature. 2 femmes qui me ressemblent, laissées dans les bois comme ses victimes dans le Massif central. » L'expression de Grizzly s'assombrit. « Des messages. Pour te dire qu'il arrive. » « Ou essayer de me faire sortir, » acquiesça Diane. « Les achats de terre, la pression sur les agriculteurs locaux, maintenant cet incendie, ça s'intensifie. » À l'aube, la grange n'était plus que des ruines fumantes. La confrérie de fer avait maintenu une surveillance protectrice toute la nuit. Tandis que les pompiers rangeaient leur équipement, Diane évalua les dégâts. Équipement détruit, fourrage perdu, un coup dur. L'assurance couvrira une partie, dit Thomas. Diane entre pour vérifier le bureau de Michel.
Le coffre-fort mural semblait intact, mais quelque chose clochait. Elle scanna attentivement, notant de subtiles anomalies, une chaise légèrement décalée, un livre repoussé plus loin que les autres. Quelqu'un était passé par là. Elle ouvrit le coffre-fort. Accréditation de la police judiciaire, armes, argent liquide. Tout était présent. Mais lorsqu'elle retira le double fond, son estomac se serra. Plusieurs documents de son enquête sur les Delacroix manquaient. Spécifiquement, des pages détaillant ses recherches sur le lien avec les Moreau. Elle appela Olivier immédiatement. « Ma propriété a été touchée la nuit dernière. La grange a brûlé comme diversion. Quelqu'un a fouillé mes dossiers sur les Delacroix. Un travail de pro? Très. Ils savaient exactement ce qu'ils cherchaient. Ils n'ont pris que les recherches sur les Moreau. » Olivier jura doucement. La famille Delacroix est obsédée par la recherche de la fortune de Moreau depuis des générations. Raymond Delacroix croyait que Moreau avait trahi son propre père pendant la Prohibition. Donc c'est vengeance et cupidité. J'ai plus. Lucas Delacroix a fait 6 voyages dans une clinique privée en Suisse l'année dernière. La même clinique où il se rendait régulièrement après la disparition de son frère. Nathan est en vie, déclara Diane d'un ton neutre. Les dossiers hospitaliers suggèrent un traitement continu pour un patient souffrant d'un traumatisme par balle et d'une chirurgie reconstructive extensive. Le nom du patient est masqué, mais le timing correspond. Il a survécu et il a planifié son retour. Victoire, tu devrais envisager une extraction. Non, j'en ai fini de fuir, ça se termine ici. Après avoir mis fin à l'appel, Diane retourna aux ruines de la grange. Derrière la structure effondrée, une petite cave à légumes restait intacte. À l'intérieur, elle récupéra une mallette étanche contenant les documents de recherche de Michel. Ses notes sur les Moreau étaient extensives, incluant des cartes et des théories sur l'endroit où la fortune pourrait être cachée. Une page attira son attention. Une carte topographique de 1932 montrant un système de tunnels complexes sous l'ancien manoir Moreau. Des tunnels parfaits pour le transport d'alcool illégal pendant la Prohibition, ou pour cacher une fortune. Elle photographia les documents clés, puis referma la mallette. Si Summit cherchait ces tunnels, ils avaient maintenant un avantage. Mais ils avaient toujours besoin d'accéder à sa propriété pour une recherche approfondie, ce qui signifiait qu'elle avait toujours un moyen de pression. De retour à la maison, Diane trouva Grizzly et Thomas qui attendaient avec Rivière. « Ils reviendront, » dit Grizzly. « L'incendie n'était que le début. »« Je sais, c'est pourquoi je dois rendre visite à Georges. Maintenant. » 20 minutes plus tard, le pick-up de Diane suivait la Harley de Grizzly vers la maison de retraite des Pins, 2 autres motards de la confrérie de fer en escorte derrière. Georges attendait dans le petit jardin, son fauteuil roulant positionné pour capter le soleil du matin. Ses yeux observèrent l'escorte de motards avec des sourcils levés. « Tu te fais de nouveaux amis, à ce que je vois. Ton vieil ami Grizzly te salue. » Georges hocha la tête vers les motards. La confrérie de fer, de braves hommes. Son expression devint sérieuse. Thomas a appelé. Il m'a parlé de l'incendie. Ça commence, papa. Exactement comme tu l'avais prédit. Georges jeta un coup d'œil autour de lui avant de parler doucement. Que c'est, Mercier? Assez pour être dangereux. Ils ont pris les recherches de Michel sur les Moreau dans la maison pendant que la grange brûlait. Mais ils ont manqué le matériel dans la cave à légumes. Les tunnels. La voix de Georges baissa. Il y a quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années à propos de Michel. Diane sentit un frisson. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Il est venu me voir une semaine avant son accident. Il a dit qu'il avait trouvé quelque chose dans les registres départementaux, un lien entre la famille Delacroix et les Moreau. Il a dit qu'il allait en parler à Lucas Delacroix. Il a fait quoi? Diane lutta pour garder sa voix stable. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Le visage de Georges montra du regret. Tu étais enfin en train de guérir. Je pensais que le savoir n'apporterait que de la douleur sans rien changer.
Cela aurait confirmé ce que je soupçonnais, que la mort de Michel n'était pas un accident. Je sais, et je suis désolé. Georges fouilla dans sa poche en retirant une petite clé. Michel m'a laissé ceci. Il a dit que si quelque chose arrivait, je devais te la donner. Elle ouvre un coffre-fort à la banque du Crédit Régional à Courville. Diane fixe la clé. Il savait qu'il était en danger. Je pense qu'il se doutait. Georges marqua une pause. Victoire, as-tu parlé à Édouard Moreau de tout cela? Les yeux de Diane se plissèrent. Édouard Moreau? Nous jouons aux échecs 2 fois par semaine. Un vieil homme intelligent, il en sait plus sur l'histoire Moreau de la Croix que quiconque en vit. Rivière a mentionné qu'un des descendants de Moreau pourrait être encore en vie. Édouard ne lâche pas facilement ses informations, mais il a sa propre histoire avec les Delacroix, d'après le peu qu'il a laissé entendre. La banque à Courville était à 40 minutes. Thomas accepta de les rencontrer avec les identifiants appropriés. Grizzly insista pour fournir une escorte, positionnant des motards devant et derrière le pick-up de Diane. La banque du Crédit Régional occupait un solide bâtiment en briques sur la Grand Rue. Le directeur sembla décontenancé par les motos et un brigadier, mais l'insigne de Thomas facilita le processus. Le coffre-fort contenait une seule enveloppe scellée et marquée de l'écriture de Michel. Pour Diane, si nécessaire. Dans la salle de consultation privée, Diane l'ouvrit d'une main ferme. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des documents et une lettre manuscrite. « Diane, si tu lis ceci, mes soupçons étaient corrects. J'ai découvert quelque chose de dangereux, quelque chose que des gens pourraient tuer pour garder caché. En recherchant l'histoire de notre ferme, j'ai découvert des preuves qu'Élie Moreau n'a pas simplement disparu en 1933. Il a été assassiné par Raymond Delacroix, qui a ensuite passé des décennies à chercher la fortune cachée de Moreau. La famille Delacroix a bâti son empire sur ce secret. Le plus troublant est ce que j'ai trouvé sur ton passé. Je sais qui tu es vraiment. J'ai découvert ton lien avec Nathan Delacroix en recherchant l'histoire de la famille. Je ne connais pas tous les détails, mais je comprends pourquoi tu as gardé des secrets. Je t'aime quel que soit le nom que tu utilises. Si quelque chose m'arrive, apporte ces documents au brigadier Leclerc. Fais-lui confiance et sache que je t'ai toujours aimé, Victoire. Diane abaissa la lettre, sa vision se brouillant. Michel avait su, avait découvert sa véritable identité. Et au lieu de la confronter, il avait essayé de la protéger. Était mort en essayant. Les autres contenus incluaient des registres fonciers montrant l'acquisition systématique par la famille Delacroix d'anciennes propriétés Moreau sur des décennies, des coupures de presse sur l'empire commercial de Raymond Delacroix et des dossiers financiers montrant des millions en transactions inexpliquées, compatibles avec du blanchiment d'argent. Thomas siffla doucement en examinant les documents. C'est suffisant pour lancer une enquête fédérale. Et assez pour faire tuer Michel, dit Diane doucement. Nous devrions les transmettre à la police judiciaire immédiatement. Diane secoua la tête. Pas encore. Nathan Delacroix a échappé à la justice pendant 15 ans, malgré les meilleurs efforts de la police judiciaire. Dès que nous impliquerons les autorités fédérales, il disparaîtra à nouveau. Et Lucas aura des avocats pour retarder toute enquête pendant des années. Alors, quel est le plan? Demanda Grizzly. Nous utiliserons leur obsession contre eux. Ils veulent accéder à ma ferme pour chercher la fortune de Moreau dans les tunnels. Alors nous leur donnerons ce qu'ils veulent, à nos conditions. De retour à la ferme, Diane exposa son plan. Il était audacieux, dangereux et reposait sur un timing parfait, mais s'il réussissait, il mettrait fin à la menace de manière permanente. « Tu te sers d'appât », objecta Thomas. « C'est la seule façon d'y mettre fin. Il ne s'arrêtera pas. Plus de femmes mourront à moins que nous ne l'arrêtions maintenant. » « Tu auras besoin de plus que la confrérie de fer, » dit Grizzly. « Je peux appeler des sections de 3 régions. Peut-être une centaine de motards ici en 48 heures.
Et je peux assermenter quelques hommes, ajouta Thomas à contre-cœur. Rivière ajusta ses lunettes. Si les recherches de Michel sur les tunnels sont exactes, il y a au moins 3 points d'entrée à l'extérieur de la maison principale. Ils surveilleront, fit remarquer Grizzly. Comment nous préparons-nous sans révéler nos cartes? Nous ne le faisons pas, dit simplement Diane. Nous les laissons voir exactement ce que nous voulons qu'ils voient. Au cours des 2 jours suivants, Diane laissa transparaître qu'elle était ébranlée. Elle déposa des rapports, apparut vulnérable en public. Pendant ce temps, la confrérie de fer réduisit sa présence visible. En coulisses, une autre histoire se déroulait. Les appels de Grizzly apportèrent des promesses de clubs de vétérans des régions voisines. Thomas informe ses adjoints de confiance. Et Diane prépara systématiquement sa propriété, plaçant des capteurs et des caméras à des endroits stratégiques. Dans la soirée du 2e jour, Vincent Mercier fit son mouvement attendu. Son Cadillac Escalade s'arrêta juste au coucher du soleil. Cette fois, il vint seul. Diane le rencontra sur le porche, son fusil de chasse visible mais non menaçant. « Madame Dubois ». Mercier hocha poliment la tête. « J'ai été désolé d'apprendre pour votre grange. Un terrible accident. Nous savons tous les deux que ce n'était pas un accident. » Il sourit finement. « À la lumière des récents événements, Summit aimerait réviser notre offre. Nous sommes prêts à doubler notre chiffre précédent. C'est généreux. Vous pourriez déménager d'ici la fin de la semaine avec plus qu'assez d'argent pour prendre un nouveau départ quelque part de plus sûr. » La menace dans ces derniers mots planait entre eux. Diane s'appuya contre la rampe projetant de la résignation. « Avant que je n'examine votre offre, j'aimerais parler à votre véritable employeur. Dites à Lucas Delacroix que je veux le rencontrer directement. » Mercier se raidit. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire. » « Dites à Lucas que j'ai trouvé quelque chose dans les tunnels sous cette maison. Quelque chose qui appartenait à Élie Moreau. » Mercier devint très immobile. « Qu'avez-vous trouvé exactement ?»« C'est entre Monsieur Delacroix et moi. Demain soir, 20h. Il peut amener 2 hommes, pas plus. » Après le départ de Mercier, Grizzly émergea de l'intérieur. « Il viendra, mais pas seulement avec Lucas. » « J'y compte bien, » dit Diane, d'un ton sombre. Le lendemain matin, elle se rendit à Bois-les-Pins, Grizzly la suivant. Georges attendait, le visage montrant de l'inquiétude lorsque Diane expliqua son plan. « C'est trop dangereux. Nathan Delacroix est un psychopathe. C'est exactement pourquoi nous devons y mettre fin maintenant. » Georges étudia son visage puis soupira. Il tendit la main sous son fauteuil roulant en retirant un petit paquet. « Prends ceci. Ça appartenait à ta mère, ma femme. » Diane le déballa, révélant un médaillon en argent. À l'intérieur, il n'y avait pas de photographie, mais une petite clé. « Coffre à armes dans mon garage, derrière la fausse cloison. Tu trouveras quelque chose qui pourrait t'aider ce soir. » À midi, la confrérie de fer des régions voisines avait commencé à arriver, se rassemblant à des endroits préétablis. Rivière transforma son garage en centre d'opération avec des cartes épinglées au mur. Thomas et ses adjoints passèrent le plan en revue. Diane passa l'après-midi à faire les derniers préparatifs. Elle appela Olivier pour une mise à jour, ignorant ses supplications d'extraction. « Ça se termine ce soir, Olivier, d'une manière ou d'une autre. » À 18h, Diane se positionna sur le porche, visiblement seule, buvant du whisky alors que l'obscurité tombait. En réalité, Grizzly et 3 membres de la confrérie de fer étaient à l'intérieur, armés et vigilants. 2 adjoints se cachèrent à la lisière des arbres. Et à 45 mètres de là, dans les bois denses, le fusil Remington de Georges attendait entre les mains de Paul Rivière, dont les mains fermes de chirurgien en faisaient le meilleur tireur du groupe. Le reste de la confrérie de fer, comptant maintenant près de 90 motards, attendait dans des zones de rassemblement, moteurs éteints, radios silencieuses, prêts à bouger au signal de Grizzly. À 20h précises, des phares apparurent.
Non pas le Cadillac Escalade de Mercier, mais un élégant SUV Mercedes flanqué de 2 Jeep Wrangler. Diane resta assise, son fusil de chasse sur ses genoux, tandis que les véhicules se garaient. Mercier sortit le premier, scannant les lieux avec une minutie professionnelle. 4 hommes en tenue tactique sortirent de l'autre Jeep, se dispersant pour établir un périmètre. Ce n'est que lorsqu'ils signalèrent que tout était clair que la porte de la Mercedes s'ouvrit. Lucas Delacroix sortit le premier. Au début de la cinquantaine, il avait l'apparence raffinée de la vieille richesse. Costume coûteux, cheveux argentés coiffés, allure confiante. Il examina la ferme avec dédain avant de se tourner pour aider le deuxième passager. Le sang de Diane se glaça lorsque Nathan Delacroix émergea. 15 ans l'avaient changé. Le beau visage dont elle se souvenait avait été altéré par la chirurgie. Le côté droit tombait légèrement. Des dommages nerveux peut-être. Il se déplaçait avec une boiterie prononcée, soutenue par une canne ornée. Mais ses yeux restaient inchangés. Calculateur, dénué d'empathie. « Victoire Leroy !» appela Nathan, sa voix portant clairement. « Ou préférez-vous Diane Dubois ces jours-ci ?»« Tellement bon de vous revoir. » Diane se leva lentement. « Nathan, tu as changé. » Il rit sans humour. « Oui, une balle dans l'épaule suivie d'une chute de 30 mètres dans une rivière glacée, ça fait ça. Mais nous y voilà, tous deux des survivants. Pourquoi cette mise en scène? Les femmes assassinées? Pourquoi ne pas venir directement à moi? Et manquer le plaisir de te voir te débattre? D'ailleurs, les intérêts commerciaux de mon frère s'alignaient parfaitement avec mon agenda personnel. » Lucas s'avança. « Madame Dubois, ou agente Leroy, Mercier me dit que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant dans les tunnels. J'ai localisé une des caches de Moreau. Mais avant de vous la montrer, je veux des assurances. Vous êtes mal placé pour négocier. » Diane sourit finement. « En fait, si. Parce que ce que j'ai trouvé n'est pas seulement l'or de Moreau, c'est la preuve que votre grand-père a assassiné Élie Moreau et volé son opération. Actuellement, des copies de tout sont chez mon avocat, à être transmises aux autorités fédérales si quelque chose m'arrive. »« Montrez-nous, » exigea Lucas. « D'abord, votre parole qu'une fois que vous aurez ce que vous voulez, vous partirez. Pas de représailles. » Lucas hocha la tête impatiemment. « D'accord. Maintenant, conduisez-nous au tunnel. » Diane les conduisit vers les ruines de la grange, où l'entrée de la cave à légumes était partiellement dissimulée par des débris. Elle se déplaça délibérément, lentement, donnant à Grizzly et aux autres le temps de suivre les mouvements. Les lourdes portes de la cave étaient ouvertes, révélant des marches en pierre descendant dans l'obscurité. Mercier insista pour passer le premier, lampe torche et pistolet dégainé. Les frères Delacroix suivirent avec Diane derrière eux, 2 hommes armés fermant la marche. La cave était petite et ordinaire, murs de pierre brute, sol en terre battue, étagères vides. Mercier chercha rapidement, ne trouvant rien. « Il n'y a rien ici, » dit Lucas d'un ton accusateur. Diane se dirigea vers le mur du fond et pressa une pierre spécifique. Avec un grincement, une section pivota vers l'intérieur, révélant un étroit tunnel. « Les architectes de la prohibition étaient astucieux, » commenta-t-elle. Moreau avait des voies d'évasion partout sur la propriété. Mercier passa le premier, puis Nathan s'appuyant sur sa canne. Lucas hésita avant de suivre. Le tunnel s'étendait sur une quinzaine de mètres avant de s'ouvrir sur une chambre plus grande, clairement autrefois utilisée pour stocker de l'alcool illégal. Des casiers vides tapissaient les murs, un ancien appareil d'embouteillage était couvert de poussière. « Où est-il » exigea Lucas. « L'or, les preuves ?» Diane désigna le coin le plus éloigné où un coffre en bois était à moitié enterré. « Là. Mais il y a plus. Une autre chambre, au-delà de ce mur, avec la cachette principale. » Pendant que Lucas et Mercier s'approchèrent du coffre, Nathan resta en retrait, observant Diane avec des yeux de prédateur. « Tu sais ce que j'ai fait à ces femmes dans le département voisin, Victoire? Je les ai fait supplier. Je les ai fait prononcer ton nom,
avant de leur trancher la gorge. Diane soutint son regard fermement. « C'est ce que tu as fait à Michel aussi ?»« Oh non, il est mort trop vite. Dommage, vraiment. Surtout après qu'il ait commencé à poser des questions sur ma famille. » Lucas appela du coin. « C'est verrouillé. Mercier, force-le. » Tandis que Mercier s'agenouillait à côté du coffre, Diane pressa un bouton caché sur sa montre, le signal. En surface, Grizzly et ses hommes seraient en mouvement, la confrérie de fer enfourchant leurs motos, Thomas et les adjoints approchant. « Tu ne t'en sortiras pas, Nathan, » dit Diane doucement. Son sourire était terrible. « Déjà fait, tu crois que je n'ai pas anticipé un piège ? Mes hommes ont surveillé tes amis motards toute la journée. » Une explosion étouffée secoua la poussière du plafond du tunnel, puis une autre, plus proche. « Charge creuse », expliqua Nathan nonchalamment, placée à des points stratégiques. Dans environ 2 minutes, tout ce réseau s'effondrera. Lucas aura son or, j'aurai ma vengeance, et toi, Victoire, tu disparaîtras simplement. Une autre explosion, encore plus proche. Mercier avait forcé le coffre, révélant des piles de pièces d'or et de devises. « Il faut y aller maintenant !» cria-t-il, fourrant de l'or dans un sac. Lucas semblait déchiré entre la cupidité et l'instinct de survie. « Il n'y a pas de cachette principale, » dit Diane calmement. « Juste assez d'or dans ce coffre pour vous assurer que vous seriez distrait lorsque les charges exploseraient. » Les yeux de Nathan s'écarquillèrent de compréhension. « C'est un piège. Bougez maintenant. » Trop tard. La dernière charge explosa derrière eux, effondrant leur voie d'évasion dans un nuage suffocant de poussière et de débris. Simultanément, Diane frappa l'interrupteur avec son coude, plongeant la chambre dans l'obscurité. Dans la confusion, elle activa la balise infrarouge sur sa ceinture, un signal pour Rivière en surface qui suivait les mouvements à travers une lunette thermique. Puis, elle roula derrière des casiers en bois, tandis que Mercier et les gardes tiraient à l'aveuglette. « Arrêtez de tirer, idiot !» La voix de Nathan s'éleva. « Vous allez toucher les poutres de soutien !» Trop tard, un craquement assourdissant annonça la défaillance d'un support en bois, puis d'un autre. De la terre et des pierres commencèrent à pleuvoir, alors que le plafond de la chambre commençait à céder. Diane se fraya un chemin le long du mur vers la sortie dissimulée qu'elle avait découverte lors des préparatifs, un étroit conduit qui avait autrefois servi de ventilation. Alors qu'elle se hissait, elle entendit les cris paniqués de Lucas et les jurons de Mercier. Le conduit débouchait à 45 mètres de la cave à légumes cachée parmi les arbres. Alors que Diane en sortait, Grizzly et 2 membres de la confrérie de fer la rencontrèrent. « Les tunnels s'effondrent !» halta-t-elle. « Thomas et ses hommes ont sécurisé la maison !» rapporta Grizzly. « Ils ont neutralisé 4 des hommes de Mercier sans tirer un coup. Mais nous avons des problèmes. Une 12aine d'autres mercenaires viennent d'arriver à la lisière nord. » Le son des moteurs de moto rugissant fournit la réponse. La confrérie de fer convergeait. Près de 100 hommes. « Nous devons sécuriser l'entrée du tunnel, » insista Diane, « s'assurer que personne ne s'est échappé par là. » Mais alors qu'ils s'approchèrent de la cave à légumes, le sol devant elle s'effondra soudainement vers l'intérieur avec un grondement assourdissant. Tout le système de tunnel cédait, s'enfonçant à mesure que les supports vieux de plusieurs décennies cédaient. La poussière s'éleva du gouffre massif, illuminé par les phares des motos qui approchaient. L'air nocturne fut rempli du tonnerre des moteurs Harley alors que la confrérie de fer arrivait de toutes les directions, formant un cercle protecteur. Des arbres, Rivière apparut, le fusil de Georges en bandoulière sur son dos. Aucune signature thermique dans la zone d'effondrement. S'ils sont toujours là-dessous, ils ne bougent plus. La voiture de patrouille de Thomas s'arrêta, gyrophare clignotant. « Diane, nous avons capturé 6 de leurs hommes à la maison. Le reste s'est dispersé en entendant les motos. » Pendant un instant, il sembla que la menace s'était terminée avec l'effondrement du tunnel.
Puis un coup de feu retentit de l'obscurité au-delà du gouffre. Grizzly grogna et chancela, le sang fleurissant sur son gilet. « Sniper !» cria Rivière, tirant Diane à couvert derrière un arbre. D'autres tirs suivirent, alors que les hommes restants de Mercier ouvraient le feu depuis des positions dissimulées. La confrérie de fer riposta, créant un combat chaotique illuminé par les éclairs des bouches de canon et les phares. Dans la confusion, Diane aperçut un mouvement à l'extrémité du gouffre. Une silhouette se hissant d'une entrée de tunnel secondaire, se déplaçant avec une boiterie distinctive malgré des blessures évidentes. Nathan Delacroix avait survécu, encore une fois. Alors qu'il titubait vers les arbres, Diane prit sa décision. Saisissant le fusil de Rivière, elle sprinta à travers l'obscurité, utilisant le couvert des tirs pour contourner la voie d'évasion de Nathan. Elle le trouva appuyé contre un arbre, le sang coulant d'une blessure à la tête, ses vêtements coûteux couverts de terre. Sa canne avait disparu. « Victoire !» halta-t-il, la voyant émerger avec le fusil pointé sur lui. « Venez finir le travail. Vous êtes en état d'arrestation, Nathan, pour les meurtres dans le Massif central, les femmes du département voisin, pour Michel. » Il rit, un son humide et rauque. « Toujours à jouer selon les règles, c'est pourquoi je gagnerai toujours. Vous ne pouvez pas faire ce qui doit être fait. Ne me mettez pas à l'épreuve. » Vous savez comment il m'appelait ? Le moissonneur des montagnes. Parce que je pouvais disparaître. Je le referai, Victoire. Peu importe comment cela se termine, je reviendrai. Je vous trouverai. Le doigt de Diane se resserra sur la gâchette. Un coup. Une fin à 15 ans de cauchemar. Faites-le, nargua Nathan. Devenez comme moi. Diane prit une profonde inspiration, puis abaissa lentement le fusil. Non, je ne suis rien comme vous. Vous ferez face à la justice maintenant. Nathan se jeta soudainement, une lame apparaissant alors qu'il la taillait vers sa gorge. Diane esquiva avec une grâce exercée, attrapant son poignet et utilisant son élan pour le projeter face contre terre, contre le tronc d'arbre. Le couteau tomba alors qu'elle lui tordait le bras derrière le dos, le forçant à s'agenouiller. « C'est fini, Nathan, dit-elle fermement, pressant le canon du fusil contre son crâne. Vous avez perdu. » Thomas arriva avec des adjoints, menottant le tueur ensanglanté et jurant. Tandis que les adjoints emmenaient Nathan, Thomas se tourna vers Diane. « Grizzly est blessé, mais stable. Les ambulanciers arrivent. Nous avons capturé 9 des hommes de Mercier. Aucune trace de Mercier ou Lucas. Ils sont toujours dans les tunnels, dit Diane avec certitude. Mes hommes sécurisent le périmètre. S'ils refont surface, nous les trouverons. » Des sirènes lointaines annoncèrent l'arrivée des services d'urgence. Des lumières rouges et bleues clignotèrent à travers les arbres, alors que la police et les ambulances convergeaient. Grizzly était assis droit lorsque Diane l'atteignit, grimaçant tandis que Rivière appliquait une pression sur une blessure à l'épaule. « Juste une égratignure. Vous m'avez sauvé la vie. » Grizzly secoua la tête. « Je ne fais que rendre l'appareil à Georges. Il m'a sauvé 2 fois la vie lors des campagnes du Golfe Persique. » Il esquissa un sourire douloureux. Il n'a jamais mentionné que sa fille serait une ancienne de la police judiciaire s'attaquant à un putain de psychopathe. Tandis que les ambulanciers s'occupaient des blessés, Diane se tenait au bord du gouffre massif. Quelque part en dessous gisait la fortune de Moreau, enterrée à nouveau sous la terre et la pierre. Quelque part là-bas, peut-être gisaient Vincent Mercier et Lucas Delacroix, réclamés par le trésor qu'ils avaient tué pour posséder. L'air nocturne fut rempli des grondements des Harley alors que la confrérie de fer établissait un périmètre de protection. Thomas coordonnait avec les unités arrivantes et Nathan Delacroix était assis, menotté dans une voiture de patrouille, finalement capturé après 15 ans. Diane ressentit une étrange irréalité. Le cauchemar qui avait défini son existence pendant 15 ans prenait fin. Mais alors qu'elle regardait la voiture de patrouille transportant Nathan disparaître dans son allée, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose restait inachevé. L'effondrement avait été trop commode,
Mercier trop expérimenté pour être piégé si facilement. L'aube se leva sur le domaine du Pin Doré, peignant la dévastation avec une clarté crue. Le gouffre massif créait une blessure artificielle. Du ruban de police jaune encerclait la propriété. Des véhicules départementaux et régionaux parsemaient l'allée. Diane se tenait sur son porche, son café réchauffant ses mains, tandis qu'elle examinait les conséquences. À midi, les fourgons de presse arriveraient. En soirée, sa véritable identité serait connue nationalement. Elle aurait dû ressentir du soulagement. Nathan était en garde à vue, traité sous surveillance armée. Pourtant, quelque chose la tracassait. Thomas s'approcha, le visage hagard. La gendarmerie a fini de traiter le gouffre. Aucune trace de Lucas ou Mercier. Ils apportent un radar de pénétration de sol. Ils ne sont pas là-dessous, dit Diane avec une calme certitude. Tu penses qu'ils se sont échappés? Je pense que Mercier est trop expérimenté pour être piégé facilement. Et Lucas est trop calculateur pour entrer dans des tunnels sans connaître toutes les sorties. Son téléphone sonna. Le numéro d'Olivier. Je viens d'apprendre que Nathan est en garde à vue. C'est vraiment fini? Pas entièrement. Lucas et Mercier sont introuvables. La police judiciaire envoie une équipe pour transférer Nathan vers un centre de détention fédéral. J'ai insisté pour qu'il ne s'échappe pas. Olivier marqua une pause. Mais il y a autre chose. Nous avons analysé les transactions financières de Summit. Des preuves que Lucas a transféré de grosses sommes vers des comptes offshore cette dernière semaine. Et il a fait 3 appels à un numéro associé à un aérodrome privé près d'une grande ville de la région. Il prévoit de fuir. Plan de vol déposé pour les îles Caïmans, départ, ce matin. C'est dans moins de 2 heures. Pouvez-vous faire intervenir la police judiciaire à l'aérodrome? J'y travaille, mais des problèmes de juridiction ralentissent les choses. Il faut qu'un juge fédéral signe. Je suis plus proche, je peux être là en 1 heure. Victoire, attendez des renforts. J'ai passé 15 ans à attendre, Olivier. Plus maintenant. Après avoir briefé Thomas, qui proposa de l'accompagner avec des adjoints, Diane insista. Pas de sirène, pas d'uniforme. S'ils voient la police, ils accéléreront ou trouveront une autre route. 20 minutes plus tard, le pick-up de Diane se dirigeait vers la grande ville de la région, Thomas à ses côtés. 2 véhicules banalisés suivaient à intervalles discrets. L'aérodrome privé se trouvait à une 50aine de kilomètres de la grande ville de la région, des hangars et une seule piste desservant une clientèle aisée. Alors qu'ils approchaient, Thomas reçut un appel. Le jet est sur le tarmac. Un Gulfstream G550. 2 SUV, des hommes avec des armes visibles. Diane ralentit, tournant sur une route de service qui contournait les bâtiments principaux de l'aérodrome. À travers des jumelles, elle compta 6 hommes armés entourant le Gulfstream. Lourdement armés pour un voyage d'affaires, commenta Thomas. Ils savent que Nathan est en garde à vue. Ils s'attendront à être poursuivis. Thomas désigna un camion-citerne. Ce chauffeur fait le même circuit depuis 15 minutes. Diane concentra ses jumelles sur la cabine du camion. Ce n'est pas du personnel de l'aéroport. Comme pour confirmer les soupçons, une Mercedes noire émergea d'un hangar, se dirigeant vers le jet. À travers ses jumelles, Diane identifia Lucas sur la banquette arrière. À côté de lui était assis Mercier, le visage contusionné mais l'allure inchangée. Les voilà. Avant que Diane ne puisse répondre, son téléphone satellite vibra. Un numéro inconnu. Victoire Leroy. La voix était masculine, cultivée, avec le tremblement de l'âge. Ou Diane Dubois. La fille de Georges Leroy, n'est-ce pas? Qui est à l'appareil? Quelqu'un qui vous observe depuis très longtemps? Quelqu'un qui peut vous aider à attraper Lucas Delacroix et Vincent Mercier? L'esprit de Diane s'emballa. Identifiez-vous. Je suis à la maison de retraite des Pins. Votre père y est résident. La glace se forma dans les veines de Diane. Si vous lui faites du mal,
Aucun mal n'arrivera à Georges si vous écoutez. Lucas et Mercier sont sur le point de partir avec 60 millions en or et devisent récupérer des tunnels de Moreau. Ils s'échapperont à moins que vous n'agissiez maintenant. J'écoute. Il y a une route d'accès d'urgence sur le côté est, non surveillée. Elle vous permettra d'approcher à moins de 45 mètres sans être détecté. Vous avez environ 12 minutes. Pourquoi m'aidez-vous? Disons simplement que j'ai un intérêt personnel à voir la famille Delacroix payer pour des crimes s'étendant sur des générations. La voix s'adoucit. Demandez à Georges, à propos d'Édouard Moreau la prochaine fois que vous jouerez aux échecs. La ligne coupa. Diane fixe le téléphone. Édouard Moreau de la maison de retraite, l'homme avec qui papa joue aux échecs. Je pense que c'est Édouard Moreau, le petit-fils d'Élie Moreau. Le petit-fils du trafiquant d'alcool toujours en vie, apparemment avec sa propre vendetta. Elle scruta l'aérodrome. Il a mentionné une route d'accès. Thomas vérifia sa carte. Côté est, accès de maintenance n'apparaît pas sur les plans publics. Ça pourrait être un piège. Ou notre seule chance. Thomas prit sa décision. Je vais demander aux adjoints de créer une diversion à l'entrée principale dans 5 minutes. Ils se dirigèrent vers la route d'accès, la trouvant sécurisée par une clôture grillagée avec un vieux cadenas. Thomas s'en débarrassa rapidement. Ils avancèrent lentement, phares éteints, utilisant le terrain pour se dissimuler. De leur nouvelle position, ils pouvaient voir clairement le Gulf Stream. Le pilote avait démarré les moteurs. Lucas se tenait aux escaliers d'embarquement en conversation avec Mercier. 4 gardes maintenaient une formation protectrice, tandis que 2 sécurisaient le périmètre. « Nous sommes en infériorité numérique », observa Thomas. « Nous avons juste besoin d'empêcher cet avion de décoller. » Thomas parla dans sa radio. Quelques instants plus tard, une collision de véhicules résonna depuis l'entrée principale, suivie de cris de colère. 2 gardes du périmètre se dirigèrent vers la perturbation. Mercier en envoya un autre. « Maintenant, nous ne sommes plus qu'en infériorité numérique de 2 contre 1, dit Diane d'un ton sombre. Elle vérifia son arme. « Prêt ?» Avant que Thomas ne puisse répondre, le claquement d'un fusil de haute puissance brisa l'air matinal. Un garde du périmètre tomba instantanément. Un deuxième coup, un autre garde s'écroula. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Thomas se baissa davantage. Un 3e tir frappa un garde près de Lucas et Mercier. La panique éclata. Les gardes restants ripostèrent à l'aveuglette. Lucas courut vers les escaliers de l'avion, Mercier le suivant tout en poussant son employeur devant lui. « Il s'échappe !» grogna Thomas, levant son arme. « Attendez !» ordonna Diane, observant la porte du jet commencer à se fermer. Le 4e tir arriva alors que la porte se scellait, presque perdue sous le rugissement du moteur. Mais l'effet fut immédiat. Le Gulf Stream, qui avait commencé à rouler, vira soudainement brusquement à gauche, le nez plongeant comme si le pilote s'était affaissé en avant. L'avion dérapa hors de la piste de roulage, une aile heurtant un camion-citerne avec un craquement métallique écœurant. Du carburant d'avion jaillit des conduites rompues, s'enflammant instantanément. Le feu engloutit le côté droit alors qu'il s'immobilisait, une fumée noire s'élevant. « Nom de Dieu !» souffla Thomas. « Qui tire ?» Diane était déjà en mouvement, courant vers l'avion en feu, arme dégainée. La chaleur s'intensifia à mesure qu'elle approchait, les flammes grimpant le long du fuselage. La sortie de secours au-dessus de l'aile s'ouvrit en grand. Une silhouette tomba, ses vêtements fumant. Mercier roula pour éteindre les flammes, puis se releva avec difficulté, son arme toujours à la main. Ses yeux se fixèrent sur ceux de Diane à travers une dizaine de mètres de tarmac brûlé. « Leroy !» cracha-t-il, levant son pistolet. Diane tira la première. 3 coups rapides atteignant Mercier à la poitrine et à la gorge. Il s'effondra sans un mot de plus. La porte principale de l'avion s'ouvrit, révélant Lucas, silhouetté contre les flammes, se propageant à l'intérieur. Son costume était déchiré, le visage ensanglanté. Dans une main, il serrait une mallette métallique menottée à son poignet. « Aidez-moi !»
cria-t-il, toussant, alors que la fumée s'élevait. « Jetez toutes les armes !» appela Diane, gardant son pistolet pointé. Lucas obtempéra, jetant un pistolet sur le tarmac. Le pilote est mort, atteint à travers le pare-brise. Le copilote est gravement blessé. Descendez lentement. Il descendit avec difficulté, la lourde mallette le déséquilibrant. « Qui nous tire dessus ?» J'étais sur le point de vous demander la même chose. Thomas arriva, couvrant Lucas tandis que Diane vérifiait le copilote, le trouvant inconscient mais vivant. Ensemble, ils extrairent l'homme blessé, le traînant en lieu sûr alors que le feu se propageait. Lucas regarda avec angoisse l'avion brûlé. 60 millions de dollars, 15 ans de recherche. « L'or est dans l'avion ?» demanda Thomas. « La majeure partie. Ceci n'est que de la documentation, des numéros de compte. » Lucas souleva légèrement la mallette. « 3 générations ont chassé la fortune de Moreau. Moi et vous paierez tous pour les vies que cette obsession a coûté, dit Diane froidement. Lucas rit sans humour. Vous pensez que ça se termine avec nous? La fortune de Moreau a détruit tous ceux qui s'en sont approchés pendant près d'un siècle. Il jeta un coup d'œil vers l'avion en feu. Celui qui tirait a compris ça. Il n'essayait pas de nous arrêter. Il s'assurait que l'or ne quitte jamais ce terrain. Des camions de pompiers et la police approchaient. Sirène hurlante. Thomas remit Lucas aux premiers officiers intervenants. Le copilote blessé fut transféré aux ambulanciers. À travers tout cela, Diane scruta les environs, cherchant le tireur d'élite. Pas de douille, pas d'empreinte, pas de témoin. Un travail de professionnel, dit-elle à Thomas après une recherche approfondie. De niveau militaire. Son téléphone satellite vibra. Le même numéro inconnu. « Satisfaite ?» demanda la voix lorsqu'elle répondit. « Qui êtes-vous » ? Un fantôme du passé, quelqu'un qui attendait la justice depuis très longtemps. La voix s'adoucit. La famille Delacroix a volé plus que de l'or. Ils ont volé des vies, des avenirs. Ils ont bâti leur empire sur le sang. La compréhension lui vint. « Vous êtes Édouard Moreau. En chair et en os, ou ce qu'il en reste. Élie Moreau était plus qu'un trafiquant d'alcool. C'était un homme d'affaires, un visionnaire. Raymond Delacroix était son partenaire jusqu'à ce que la cupidité le consume. Il a assassiné mon grand-père, a essayé de voler la fortune, a passé des décennies à chercher. Et vous avez surveillé tout ce temps. Raymond est mort avant que je ne puisse exercer la justice. Son fils est mort de cause naturelle. Mais ses petits-fils ont continué la tradition. Nathan avec ses meurtres, Lucas avec ses pratiques impitoyables. Vous auriez pu aller voir les autorités. Les Delacroix possédaient les autorités. L'argent achète l'influence. Non, cela nécessitait de la patience. Et de l'appel téléphonique à propos de Georges, une tromperie nécessaire. Georges Leroy est en sécurité. En fait, j'ai eu des conversations éclairantes avec lui ces derniers mois. Un homme remarquable. Vous avez parlé à mon père. Nous jouons aux échecs les mardis et jeudis. Un excellent esprit tactique. Il parle très bien de vous, bien qu'il vous appelle Diane. Une pause. Vous devriez savoir que je n'ai jamais eu l'intention que quiconque d'innocent meure. L'incendie était regrettable, mais nécessaire. La ligne coupa. Diane roula à des vitesses dangereuses jusqu'à l'hôpital départemental où Nathan était détenu. Son esprit était partagé entre les révélations d'Édouard Moreau et la situation indéfinie. L'entrée principale de l'hôpital était bloquée par des véhicules de police. Le personnel médical se tenait en groupe. Thomas rencontra Diane à une entrée latérale, le visage grave. Que s'est-il passé? Nathan exige de vous parler, il dit qu'il ne dira plus un mot à personne d'autre. C'est tout? L'expression de Thomas s'assombrit. Non, il a un otage, une infirmière qui vérifiait ses constantes vitales. Il a réussi à obtenir un scalpel. Diane ferma brièvement les yeux. Bien sûr qu'il l'a fait. Le GINN est à 15 minutes. Un négociateur de la police judiciaire peut être à 30.
Il l'aura tué d'ici là, dit Diane avec certitude. Il ne négocie pas. C'est son dernier coup dans notre jeu. Vous n'avez pas à y aller. C'est pour ça que j'ai été formé, Thomas. Diane vérifia son arme, puis la tendit à Thomas. Il exigera que je vienne désarmé. Ayez vos hommes prêts, mais pas d'héroïsme. Nathan était assis dans son lit, sa main droite tenant un scalpel chirurgical à la gorge d'une infirmière terrorisée. Son bras gauche était menotté à la barrière du lit. 2 adjoints se tenaient impuissants près de la porte. « Victoire !» sourit Nathan alors que Diane entrait. « Quelle gentillesse de votre part de vous joindre à nous !» Lâchez-la, Nathan. Au contraire, elle est essentielle à notre conversation finale. Il pressa légèrement le scalpel, traçant une fine ligne de sang. « Dites aux adjoints de partir. » Diane fit un signe de tête aux adjoints qui se retirèrent à contre-cœur. Voilà. L'intimité enfin. La voix de Nathan avait le même calme glaçant que 15 ans plus tôt. Pensiez-vous que me capturer était la fin? Que voulez-vous? Je veux ce que j'ai toujours voulu, Victoire. Finir notre jeu. Son regard perçant, fixé sur le sien. Savez-vous pourquoi je vous ai laissé vivre il y a 15 ans? Éclairez-moi. Parce que la mort était trop simple. Je voulais que vous viviez dans la peur, en regardant par-dessus votre épaule, sachant que je pourrais apparaître à tout moment. Son sourire s'élargit. Et ça a merveilleusement fonctionné. Et maintenant, Nathan déplaça son attention vers l'infirmière. Comment vous appelez-vous, ma chère? Ah, Amandine, balbutia-t-elle. Joli nom. Dites-moi, Amandine, savez-vous qui est vraiment cette femme? Ce n'est pas juste la veuve d'un agriculteur, c'est une ancienne agente de la police judiciaire qui se cache depuis 15 ans. Les yeux de l'infirmière se tournèrent vers Diane. Vous voyez, Victoire, c'est votre faiblesse fondamentale. Vous vous souciez des gens comme Amandine, cela vous rend vulnérable. Nathan augmenta la pression, tirant plus de sang. Maintenant, voici ce qui va se passer. Vous allez m'aider à sortir de cet hôpital. En échange, Amandine vivra. Ce n'est pas possible, Nathan. Le bâtiment est encerclé. Des détails que nous réglerons une fois que nous nous rencontrerons. Sa vie contre ma liberté. Diane s'approcha, mesurant chaque mouvement. Et si je refuse? Alors la pauvre Amandine fera l'expérience directe de ce que j'ai fait à ces femmes. Je suis assez doué avec les lames. L'infirmière gémit. « Ça ne doit pas se terminer comme ça, Nathan, » dit Diane doucement, faisant un pas de plus. « Il n'y a pas d'échappatoire. » Il y a toujours une échappatoire pour ceux qui sont prêts à en payer le prix. L'expression de Nathan se durcit. « Ça suffit. Soit vous m'aidez, soit Amandine meurt en hurlant. Choisissez maintenant. » Le regard de Diane se porta sur l'équipement médical derrière le lit de Nathan. Moniteur cardiaque, support de perfusion, bouton d'appel d'urgence juste hors de sa portée. « D'accord, » dit-elle, la voix résignée. « Je vais vous aider, mais vous relâchez Amandine d'abord. » Nathan rit. « J'ai l'air si stupide. Elle reste jusqu'à ce que nous soyons sortis. Alors je dois m'approcher pour vous aider à vous lever. » Nathan l'étudia avec suspicion, puis hocha la tête, lentement. Diane s'approcha avec une prudence délibérée. Alors qu'elle atteignait le chevet, elle remarqua la menotte sécurisant le poignet gauche de Nathan. Il faudra l'enlever. Les adjoints fourniront la clé. Alors que Diane se penchait pour ajuster sa position, elle renversa délibérément un verre d'eau, le faisant éclabousser sur les genoux de Nathan. Il tressaillit instinctivement. À ce moment-là, Diane frappa. Sa main droite jaillit, saisissant le poignet de Nathan et le claquant contre la barrière du lit, tandis que sa main gauche repoussait l'infirmière. La lame entailla l'avant-bras de Diane, tirant du sang mais manquant tout élément vital. « Courez !» cria Diane.
Nathan rugit de rage, frappant sauvagement tandis que Diane maintenait sa prise. Ils se débattirent dans un combat mortel, sa lame cherchant la chair vulnérable, ses mains entraînées travaillant à le désarmer. La porte s'ouvrit en grand alors que les adjoints se précipitaient. « Police judiciaire, ne bougez plus !» Dans le chaos, Nathan fit un dernier mouvement désespéré, tournant le scalpel vers son propre cou. « Vous ne gagnerez pas !» grogna-t-il. La main de Diane se referma sur son poignet avec une force surhumaine, arrêtant la lame à quelques centimètres de sa gorge. Plus de mort, Nathan. Pas même la vôtre. Vous ferez face à la justice maintenant. Des agents de la police judiciaire affluèrent, maîtrisant Nathan tandis que Diane relâchait enfin sa prise, le sang coulant de son bras. Olivier apparut aux côtés de Diane tandis qu'un médecin recousait sa blessure. Toujours à me compliquer la tâche. La négociation d'otages est censée être laissée aux négociateurs formés. « Je suis formé », lui rappela Diane, « et je connaissais Nathan mieux que quiconque. Eh bien, il est en sécurité maintenant. Il ne reverra plus jamais l'extérieur d'un établissement de haute sécurité. » Olivier serra son épaule indemne. « C'est vraiment fini, Victoire. » Mais l'esprit de Diane était déjà passé au prochain défi. « Il y a quelqu'un que je dois voir. » La maison de retraite des Pins semblait paisible sous le soleil de l'après-midi. Diane trouva Georges dans la salle commune, jouant aux échecs avec un vieil homme dont les yeux bleus perçants démentèrent son apparence fragile. « Diane, » sourit Georges, se levant pour l'embrasser, « tu te souviens de mon ami, Édouard Moreau ?» Édouard ressemblait exactement à ce que Diane avait imaginé, digne, intelligent, avec l'allure de la vieille richesse. Ses mains reposaient sur une canne en bois sculptée. « Madame Dubois », hocha-t-il poliment la tête. « Ou devrais-je dire, agente Leroy. Votre père et moi étions justement en train de discuter de votre journée remarquable. » Les yeux de Diane passèrent de l'un à l'autre, notant leur familiarité confortable. « Dans quelle mesure Georges est-il au courant de votre implication ? » « Édouard et moi n'avons pas de secret, » dit Georges simplement. « Nous planifions cela depuis des mois. » Diane regarda son père, choquée. « Tu savais pour le lien avec les Moreau ? Que Édouard était le tireur d'élite ? Je m'en suis douté dès notre première partie d'échecs. Nous nous sommes reconnus, Diane. Deux vieux hommes avec des affaires inachevées, avec des compétences que la plupart des gens ne soupçonneraient pas que nous possédions. » « Mon fusil, » dit Diane avec une compréhension soudaine. « Tu me l'as donné en sachant que je n'en aurais pas besoin, parce qu'Édouard avait déjà le sien. » Édouard sourit finement. « Votre père était un tireur d'élite remarquable en son temps, presque aussi bon que moi pendant la guerre d'Indochine. Certaines compétences ne nous quittent jamais vraiment. Vous avez tué des gens à cet aérodrome, » dit Diane d'un ton accusateur. « J'ai éliminé des menaces, » corrigea Édouard, « des hommes qui s'étaient alignés avec ceux qui ont assassiné mon grand-père, qui vous auraient tué sans hésitation. Quant au pilote, il haussa légèrement les épaules. Regrettable, mais nécessaire pour s'assurer que l'or reste perdu. Certains trésors exigent un prix trop élevé. » Georges tendit la main à Diane. « Nous avons fait ce qui devait être fait. Ce que la loi ne pouvait ou ne voulait pas faire. Tout comme tu l'as fait avec Nathan aujourd'hui. C'était différent. Je l'ai capturé vivant. Et nous avons veillé à ce que la fortune de Moreau ne détruise pas une autre génération, » répondit Édouard. « Méthode différente, même objectif. » Diane regarda ces deux vieillards, l'un son père, l'autre un étranger qui avait aidé à faire tomber les Delacroix, tiraillé entre sa formation d'agent des forces de l'ordre et sa compréhension. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle finalement. « Maintenant, » sourit Édouard, « je continue à profiter de ma retraite, à jouer aux échecs avec Georges, à observer les oiseaux. Les autorités ne trouveront rien me reliant aux événements d'aujourd'hui. Le fusil est au fond d'un lac. Mes empreintes digitales ne sont dans aucune base de données. Et vous vous attendez à ce que je m'en aille simplement ?» Les yeux bleus d'Édouard retinrent les siens. «
Je m'attends à ce que vous reconnaissiez que la justice prend de nombreuses formes. Les frères Delacroix passeront leur vie en prison. Les femmes innocentes tuées ont été vengées. La mort de Michel a trouvé sa réponse. Et l'or qui a poussé 3 générations au meurtre reste en sécurité sous terre. Georges serra la main de Diane. C'est fini. Vraiment fini. À quoi bon poursuivre un vieil homme au crépuscule de sa vie? Avant que Diane ne puisse répondre, Thomas apparut. Je me doutais de vous trouver ici. Je viens d'avoir des nouvelles de la police judiciaire. Ils ont lié Lucas à 7 meurtres dans 3 régions. Il ne reverra plus jamais la lumière du jour. Thomas hocha la tête vers Édouard. Monsieur Moreau, j'ai entendu dire que vous étiez un excellent joueur d'échecs. Brigadier Leclerc, reconnut Édouard avec aisance. Georges offre un excellent défi. Peut-être voudriez-vous vous joindre à nous un de ces jours. Peut-être quand cette affaire sera enfin classée. Thomas se tourna vers Diane. À propos, l'enquête à l'aérodrome n'a trouvé aucune preuve identifiant le tireur d'élite. Pas de douille, pas d'empreinte. L'affaire sera probablement classée sans suite. Ses yeux rencontrèrent ceux de Diane, transmettant un message silencieux. Il savait ou se doutait, et choisissait de laisser les choses en l'état. Certains mystères sont mieux laissés non résolus, commenta Édouard, déplaçant une pièce d'échec, particulièrement lorsque le résultat sert la justice. 3 semaines plus tard, le domaine du Pin Doré semblait presque normal. Le gouffre avait été comblé. La reconstruction de la grange avait commencé. Le ruban de scène de crime avait finalement disparu. Diane était assise sur sa balancelle de Porsche, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de brillants oranges et violets. Des moteurs de moto annoncèrent des visiteurs. Grizzly mena 5 Harley-Davidson dans l'allée. « Bonsoir, Diane !» appela Grizzly, son bras maintenant libéré de l'écharpe, mais ses mouvements favorisant son côté indemne. « Bonsoir, messieurs !» Diane fit un geste vers la glacière. « La bière est fraîche !» La confrérie de fer s'installa autour du porche, alors que le crépuscule s'épaississait. Ils étaient devenus des visiteurs réguliers, aidant aux réparations, devenant la famille élargie qu'elle n'avait jamais espérée. « J'ai eu des nouvelles de Thomas aujourd'hui », mentionna Grizzly nonchalamment. « La police judiciaire est en train de boucler l'affaire. Il semble que votre véritable identité pourrait bientôt devenir publique. » Diane hocha la tête. « Olivier m'a prévenu. » Une fois que Nathan et Lucas passeront en jugement, toute l'histoire éclatera. « Vous comptez rester ou déménager à nouveau ?» La question resta en suspens. Diane regarda ses terres, les champs qu'elle avait travaillés, la maison qu'elle avait construite avec Michel, la communauté qui s'était ralliée à sa défense. « Je reste, dit-elle fermement. J'en ai fini de fuir. Diane Dubois est celle que je suis maintenant. Peu importe qui j'étais avant. » Grizzly sourit, transformant son visage buriné. « Bien. La confrérie de fer détesterait perdre notre membre d'honneur. » Alors que l'obscurité tombait, Grizzly se prépara à partir. Avant d'enfourcher sa Harley, il tendit à Diane un gilet en cuir avec l'insigne de la confrérie de fer. L'adhésion d'honneur s'accompagne de 99 frères qui accourront chaque fois que tu appelleras. Diane accepta le gilet avec une émotion sincère. « Merci, Grizzly, pour tout. » Après le départ des motos, les feux arrière disparaissant dans l'allée, Diane resta sur le porche, savourant la paix qu'elle avait si durement lutté pour préserver. Son téléphone satellite vibra, Olivier avec des mises à jour. Demain, elle irait à Bois-les-Pins pour jouer aux échecs avec Georges et Édouard, 3 personnes liées par des secrets et une justice rendue en dehors des canaux normaux. La semaine prochaine, elle rencontrerait des entrepreneurs pour convertir une partie de sa propriété en centre d'entraînement pour femmes apprenant l'autodéfense. Mais ce soir, elle existait simplement dans l'instant, se sentant vraiment libre pour la première fois en 15 ans.
Victoire Leroy ferait toujours partie d'elle, l'agente de la police judiciaire qui avait traqué un tueur et survécu. Mais Diane Dubois était celle qu'elle était devenue, agricultrice, fille, survivante, et maintenant protectrice d'une communauté rurale qui l'avait adoptée. Alors qu'un coyote lointain hurlait à la lune montante, Diane se souvint de quelque chose que Georges lui avait dit il y a des années, lorsqu'elle était entrée pour la première fois dans le programme de protection des témoins. Il ne s'agit pas de qui tu étais, Victoire, il s'agit de qui tu choisis de devenir. Diane Dubois accrocha le gilet de la confrérie de fer à un crochet du porche et rentra, verrouillant sa porte. Non par peur, mais par simple prudence d'une femme qui avait appris la vraie valeur de la paix et resterait toujours vigilante pour la protéger.